Zezelo kale, zezelo zeze chakacha. Zezelo kale, zezelo zeze chakacha. Zezelo zeze chakacha. Zezelo wabati ba bibidom. Zezelo wabati ba bibidom. Amwe zezelo zabwa. Nazaita buye zezelo galo. Nazaita buye zezelo galo. Zezelo wabati ba bibidom. La culture de la canne est restée aujourd'hui une tradition pour tous les Marais galantais. Il faut savoir que c'est une activité agricole qui nécessite beaucoup d'engagement, beaucoup de travail, beaucoup de suivi, et c'est pas forcément très lucratif, je dirais. Ça permet de compléter son salaire à la fin du mois, mais peu d'exploitants agricoles ne vivent que de la canne à sucre. Aujourd'hui, la plantation de la canne à sucre est une activité qui se transmet de famille en famille, et chacun a son petit lopin de terre pour produire sa canne à sucre. Bien sûr, il y a des propriétaires terriens qui louent, qui ont de grandes surfaces, qui vont de 5, 10, 20 hectares, parfois plus, mais en règle générale, ce sont des petites surfaces. D'où les 1300 planteurs pour 10 000 habitants. Il faut pas oublier, Marais-Galante compte environ 10 000 habitants. Pour 1300 planteurs, c'est énorme. Aujourd'hui, nous sommes locataires de l'outil de production sur le site de la distillerie Vielle. Et l'ensemble des terres attenantes, il y a environ 45 hectares, sont loués par les propriétaires à des exploitants agricoles qui en font du maraîchage, de la plantation de canne à sucre et d'autres activités agricoles. Alors il faut savoir que Marais-Galante, c'est une île qui se prête particulièrement à la plantation de la canne à sucre. Elle compte environ 1300 planteurs de canne à sucre, et nous on travaille avec 10% de l'ensemble de ces planteurs, c'est-à-dire 130 à 150 planteurs. Donc c'est des planteurs avec lesquels on a établi un cahier des charges sur l'approvisionnement pour pouvoir avoir, je dirais, une canne qui soit saine et livrée dans les délais afin que nous on puisse avoir une matière première la plus adaptée possible. Marais-Galante compte cette quantité de planteurs de canne à sucre, ce qui est très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Marais-Galante est une île qui se prête particulièrement à la plantation de la canne à sucre. Pourquoi? Parce qu'elle a un relief qui n'est pas trop montagneux, donc qui n'accroche pas les nuages, et donc la terre ne subit pas une pluviométrie qui soit trop importante, et l'ensoleillement est quasi constant toute l'année. Donc ça permet une pousse et une évolution de la canne à sucre qui est tout à fait favorable. Maintenant, au niveau du relief, on a beaucoup de ravines, donc les cannes sont la plupart du temps coupées à la main. Donc ce qui demande quand même un gros travail, puisque la coupe de la canne à sucre demande une main-d'œuvre et beaucoup d'énergie, je dirais, pour pouvoir les couper. À l'époque, elles étaient amarrées à la main. Aujourd'hui, la récolte c'est mécanisé, donc ils utilisent pour la plupart du temps des machines à couper, ou alors surtout des cannes loaders. Donc on est très vigilant sur l'approvisionnement des cannes avec les cannes loaders, surtout par rapport au bout et surtout les roches. Il faut savoir que lorsque on n'est pas des concasseurs, on ne fabrique pas du rhum avec des roches, c'est de la canne à sucre. Mais ça nous est arrivé de retrouver des galets de roches gros comme ça, et si jamais c'était passé dans nos moulins, et bien on risquait de tout casser. Et à ce moment-là, c'est plusieurs jours de panne, et quand on est en panne, ça coûte cher de l'heure. Le savoir-faire s'est transmis de façon, je dirais, orale, et il n'y a pas grand-chose qui a changé sur le process, puisque l'idée c'est de ne pas perdre l'identité du produit. Si vous changez l'identité du produit, le consommateur risque de s'y perdre. Donc c'est bien de se diversifier, mais il faut faire attention à ne pas se disperser.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, la production de rhum a le vent en poupe, mais il faut bien distinguer deux catégories de rhum. Vous avez les rhums traditionnels de sucrerie, tels qu'ils sont définis dans les textes, qui correspondent en fait à des rhums de mélasse, ou alors, plus vulgarisés, des rhums industriels. C'est-à-dire que ce sont des rhums avec lesquels on va utiliser comme matière première la mélasse. La mélasse qui est le sous-produit de la fabrication du sucre. Mais nous, dans notre production artisanale, on produit le rhum à partir du pur jus de la canne à sucre. Donc on va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, tel que les textes le décrivent, un rhum traditionnel agricole. Donc cette notion de agricole fait référence en fait au pur jus de canne à sucre. On en fait dans d'autres régions de la Caraïbe, mais là où il y a la plus grosse concentration de rhum agricole, de toute façon la notion de agricole est protégée. Donc elle correspond surtout aux rhums qui sont produits en Martinique, en Guadeloupe et à Marie-Galante, à partir de ce pur jus de canne à sucre. Les différences qui vont ressortir, elles vont ressortir d'abord de par leur identification géographique, le relief, la pluviométrie, l'ensoleillement. Ensuite va venir ce qu'on appelle le site. Le site, quel outil de production ils vont mettre en place pour pouvoir produire le rhum. Par exemple, nous à la distillerie Biel, on est équipé de 2 moulins pour l'extraction du jus de canne. Et on utilise des colonnes qui sont différentes des autres. Donc pour revenir sur les moulins, dans certaines distilleries, vous avez 3, 4, 5 moulins, donc vous avez des extractions qui sont beaucoup plus importantes. Vous allez récupérer plus de sucre, mais vous allez avoir un produit qui sera différent de celui où vous avez fait que 2 extractions. D'accord ? Ensuite vient l'aspect distillation. La distillation, vous utilisez ce qu'on appelle des colonnes. Vous pouvez utiliser aussi des alambics. En règle générale, dans les dômes, ce qui sont utilisés, ce sont des colonnes. Vous pouvez avoir des colonnes qui soient moitié inox, moitié cuivre, entièrement en inox, entièrement en cuivre, avec des plateaux différents. Donc tout ça, ça va avoir une incidence. Et par-dessus tout ça, vous allez rajouter toute l'échelle humaine qui va participer à la fabrication de ce rhum. Comment ils vont accompagner le produit, comment ils vont faire leurs analyses, etc. Tout ça, ça va avoir des incidences qui vont donner ce qu'on appelle au rhum, ce qu'on appelle une typicité. Voilà. Et c'est cette typicité qui va être plus ou moins appréciée par rapport aux consommateurs. Et nous notre spécificité, c'est de produire un rhum agricole à partir du pur jus de la canne à sucre, avec des colonnes de type Saval, qui sont sur 16 plateaux, en inox et en cuivre. Et on va couler environ entre 75 et 80 degrés. Mais vous avez certaines distilleries qui vont couler un peu moins fort, ou alors un peu plus fort, ça c'est variable. Et ensuite, une autre spécificité de la distillerie Biel, c'est l'élaboration de nos rhums vieux. Lorsque nous faisons il faut savoir que la réglementation sur les rhums vieux, c'est minimum 3 ans dans des fûts de moins de 650 litres en chêne. À partir du moment où vous respectez cette règle, vous faites du rhum vieux. Donc nous, nos vieillissements, on les accompagne, je dirais, avec un maître de chai qui s'appelle Jacques Laran, qui vient de la région de Cognac et qui travaillait dans une très grande maison de Cognac pendant plusieurs dizaines d'années, qui aujourd'hui est à la retraite. Et on collabore avec lui pour suivre l'ensemble de nos vieillissements et avoir ce qu'on appelle une cartographie de l'ensemble de nos fûts pour connaître leur évolution dans le temps. Parce qu'il faut savoir qu'on fait tous nos vieillissements et tous nos élevages de façon naturelle, on ne rajoute rien. C'est une bonne matière première, un bon rhum blanc, une bonne qualité de fût, donc bien choisir ses fûts, et ensuite de la patience, laisser le temps faire son travail. Et une fois qu'on a respecté ces règles et bien accompagné le produit, on sort ce qu'on appelle le rhum vieux. On peut le sortir sous différentes formes, on peut faire des millésimes, on peut faire des blends, on peut faire des brutes de fût. Et nous, une de nos spécialités, c'est le brut de fût. C'est-à-dire qu'on ne va pas procéder à des coupages une fois qu'on a sorti le rhum. C'est-à-dire qu'on ne va pas le réduire avec de l'eau. On va le laisser tel quel. C'est pour ça qu'on a des degrés qui sont très variables. Ça peut être
du 55 degrés, du 56,2, du 57,3, etc. On a des degrés qui sont, je dirais, très, très différents les uns des autres. Et ensuite, lorsque l'on fait la mise en bouteille, on évite, on évite de faire ce qu'on appelle des filtrations. Des filtrations qui pourraient enlever certaines bonnes propriétés contenues dans le rhum. Historiquement, tous les rhums de Marie-Galante, on peut les sortir dans toutes les références que l'on veut, mais la référence qui vraiment correspond à la typicité de Marie-Galante, c'est le 59 degrés. À l'époque, je dirais à l'âge d'or de la production du rhum à Marie-Galante et en Guadeloupe, c'était des dizaines et des dizaines de distilleries qu'il y avait. Et elles ont toutes disparu les unes après les autres avec le temps, parce que le contexte économique faisait qu'elles ne pouvaient plus continuer à travailler et à survivre. Aujourd'hui, certaines distilleries se créent, mais il faut savoir que la production de rhum, c'est pas un métier qui est évident. Et aujourd'hui, avec la réglementation française, qui est de plus en plus, je dirais, contraignante. Donc pour pouvoir produire du rhum aujourd'hui, c'est facile, mais la difficulté, c'est de répondre aux exigences administratives pour avoir l'autorisation de produire le rhum qui est difficile. De le produire, de le vendre, d'exister en fait d'une certaine façon. C'est beaucoup plus difficile. On en est presque à se demander si le système français veut vraiment qu'il y ait des développements de richesse pour pouvoir je dirais, créer de l'emploi, créer des nouveautés, faire de la recherche, etc. Aujourd'hui, c'est pour qu'un jeune monte son activité, en tout cas dans ce domaine-là, il faut avoir une sacrée volonté. Un des premiers blocages, il n'y a quasiment pas d'échange avec nos îles voisines, alors qu'on est à 45 minutes de bateau. C'est nos voisins, c'est nos frères. Et il y a comme une barrière. Nous, humainement, ça pose aucun problème pour aller les voir, eux non plus de venir nous voir, mais c'est de créer des échanges, de créer des liens, il y a comme une forme de volonté d'isolement, si vous voulez. D'isolement pour la maîtrise de l'ensemble de la population, maîtrise de l'ensemble des activités, de l'économie, etc.